Donc bonsoir à tous, moi je vais vous parler de Gitflow. Donc le but de ma présentation, ça va être de vous faire découvrir Git, pour ceux qui ne connaissent pas déjà, et comment ça marche la gestion des branches avec Gitflow. Déjà pour que je sache à peu près qui est-ce qui utilise Git déjà. Et Gitflow. Vous me corrigerez si je fais des bêtises alors. Alors tout d'abord, qui je suis? Donc je m'appelle Cécilia Bossard, je suis développeuse agile, on va dire, chez Timouy Consulting. Vous pouvez me voir côté d'Agile Nantes, des WIT, des Duchesses, des Devox for Kids, des Coding Goûter. J'en profite pour annoncer qu'il y aura un Devox for Kids le 3 juin et qu'on est à la recherche de bénévoles pour encadrer. Donc si vous avez envie de faire du Scratch, du Lego, de l'Arduino, voilà, vous êtes bienvenus. Et les enfants sont gentils et il y a un goûter. Voilà. C'est à Nantes, oui. C'est dans le cadre du Web Today, le mercredi du Web Today. Voilà. Donc n'hésitez pas à me recontacter au besoin. Donc ce que je vais vous montrer ce soir, ça va être déjà pourquoi passer à Git et pourquoi choisir Gitflow, évidemment. Comment ça marche et puis un petit zoom sur les hooks. Donc parler globalement du contexte qui nous a fait passer de SVN à Git. On partait quand même de SVN, on n'était pas à CVS ou autre. Donc notre problème principal, c'était un problème de taille sur le serveur SVN. Plus ça allait, plus ça grossissait. Voilà, ça commençait à devenir assez dangereux en fait. Enfin, le serveur, on pensait qu'il allait finir par exploser. On avait aussi un problème de gestion des branches. En gros, dès que quelqu'un devait tirer une nouvelle branche, tout le monde pleurait. Enfin, il y en avait trop dans tous les sens. On ne savait plus où on en était. C'était complètement le bazar. On ne savait plus non plus quelle était la version stable du projet à un instant T. Oui, parce que comme tirer des branches, c'était compliqué, et faire des tags aussi, tout le monde s'en fout. Enfin, personne ne faisait de tags. Donc on n'avait jamais de version stable à un instant T. Donc on ne savait pas trop quelle était la dernière version. Et évidemment, il y avait aussi un problème d'isolation de fonctionnalité. Donc tout était commencé, que des trucs en cours, pas terminés. Voilà, c'est pas génial. Mais ça va mieux maintenant, je vous rassure. Alors on a commencé à étudier le passage de SVN à Git. Donc ce passage-là déjà a résolu le problème de taille du serveur. Parce que du coup, Git, ça prend beaucoup moins de place que SVN. Donc on a pu respirer un peu. Au niveau de la gestion des branches et des reports d'une branche à l'autre, enfin, tout ça, ça s'est également énormément simplifié. Parce que Git part du principe que on fait en fait beaucoup de branches et que du coup, gérer les branches, c'est quelque chose qu'on fait quasiment quotidiennement. Donc quand on fait quelque chose quotidiennement, ça ne devient plus franchement un problème et c'est quelque chose qui se fait très simplement. Par contre, on n'avait toujours pas de version stable à un instant T. On avait toujours cette espèce de labyrinthe de fonctionnalités. Et l'isolation des fonctionnalités, c'était pas ça non plus. Par contre, en passant à Gitflow, ce problème a été résolu. Enfin, ces problèmes ont été résolus. Alors voilà le schéma de Gitflow. Je ne vais pas vous le détailler là, je vais le détailler au fur et à mesure. Mais voilà, le principe, c'est d'avoir vraiment des branches dédiées à chaque chose. Et de faire ça, c'est vraiment un workflow. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Alors je me suis fait des petits projets. Je ne sais pas où je suis. Donc je me suis fait un petit serveur qui doit être disponible là, qui est complètement vide. Pour le moment, il n'y a rien du tout dedans. Et je vais commencer par le cloner. Un truc standard, hein, il n'y a pas de... Voilà, donc j'ai mon projet client qui est vide, qui n'a rien. Si je fais un... Voilà, j'ai juste une branche master, il n'y a pas de... Rien, truc classique. Je vais avoir du mal à passer de l'un à l'autre. Désolée. Voilà.
Donc voilà, donc après je vais initialiser git flow. Ça se fait de manière très simple, il suffit de taper git flow init. Et quand on fait git flow init, il nous pose plein de questions. Alors déjà, quelle nom on veut donner à la branche de production. Donc par défaut, c'est la branche master qui contiendra le code de production. Donc voilà, par défaut, il nous propose master. La branche qui contiendra la prochaine release. Par défaut, c'est la branche develop. Donc on peut les renommer si on veut. C'est une librairie à ajouter. Oui. Après, on peut utiliser ce workflow de gestion de branche à la main si on veut. Il n'y a pas d'obligation. Enfin, ça enlève un peu de... Enfin, c'est quand même assez simple à utiliser comme ça. Donc on a la branche develop. Propose de faire une branche par fonctionnalité pour bien les isoler. Donc ce qu'il propose, c'est de les préfixer par feature. Allons-y. Pareil pour les releases, pour les hotfix, pour la branche support, et tout ça, je détaillerai tout à l'heure. Et on peut aussi préciser si on veut que les tags des versions soient préfixés, enfin si on a une façon de préfixer ces tags. Voilà, et les hooks. Voilà. Donc maintenant, on a tout. On peut aussi faire, pour l'init, pour passer tout ça, si on veut que les valeurs par défaut, on fait un git flow init -d, et ça fait tout par défaut, et ça évite de faire entrer. Voilà. Donc là, logiquement, je suis sur la branche develop. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que je zoome, non? C'est bon? Donc, et j'ai absolument rien dedans, hein, j'ai rien commencé. Donc je vais commencer par... je vais faire un super fichier. Super élaboré. Voilà. J'ai fait mon premier fichier que je vais ajouter. Donc voilà, donc j'ai ajouté mon fichier, je l'ai commité, et maintenant je vais pousser tout ça sur le serveur. Donc il m'a tout balancé sur le serveur, et alors là, normalement, j'ai mon magnifique repo. Donc sur le serveur, ce que j'ai, c'est que j'ai bien ma branche master, qui ne contient rien du tout, et j'ai ma branche develop, qui contient le magnifique fichier que je viens de commiter. Donc on a bien une isolation, hein, il n'y a pas de... Voilà, tout ce qu'on fait sur develop, c'est pas sur master. Alors on va pouvoir faire notre première fonctionnalité, parce que bon, quand même, c'est un peu le but. Bon. Alors pour créer une fonctionnalité, c'est tout simple, c'est encore git flow feature start, et puis on peut lui donner un nom. Je vais être très original, je vais l'appeler feature one. Hein, bon. Donc voilà, donc j'ai créé ma branche, il me dit bien que je suis maintenant sur ma nouvelle branche de fonctionnalité, qui est complètement isolée de ce qui se fait sur Develop. Mais par contre, j'ai bien mon fichier qui était sur Develop, c'est bien une branche tirée de Develop. Là encore, je vais créer un fichier de fonctionnalité que je vais ajouter. Bon, j'ai perdu mes... J'ai dû réinstaller mon PC hier, donc j'ai perdu tous mes raccourcis, donc ça va être un petit peu long, je m'excuse. Donc voilà, donc j'ai ajouté mon fichier, j'ai commité, j'ai pushé sur le serveur. Donc sur le serveur, on a bien notre branche de fonctionnalité avec mon nouveau fichier. Et sur Develop, il n'y a rien. Et puis bon, sur Master, il n'y a toujours rien. Je vais vous épargner ça. Donc voilà, donc on a commencé notre fonctionnalité. Donc on peut commencer les développements complètement tranquille. On peut même en parallèle commencer une deuxième fonctionnalité. Ça ne pose absolument aucun souci. Je vais me remettre sur Develop, comme ça on verra mieux. Je vais me faire un clear. Donc de la même manière, git flow feature start. Hop. Et donc je suis sur feature 2.
Et si je regarde toutes mes branches, j'ai bien ma nouvelle branche. Hop. Et j'ai rajouté mon fichier sur cette nouvelle fonctionnalité. Et si je push sur le serveur, donc j'ai donc mes deux fonctionnalités qui vivent en parallèle, qui sont totalement isolées. Sur ma deuxième fonctionnalité, j'ai aucun fichier de la première, parce que je suis partie de développe. Et donc sur la première, je ne vois rien du tout de ce qui se passe sur la deuxième. Ça va jusque-là? Pour terminer une fonctionnalité, une fois qu'on est satisfait du résultat, c'est encore très simple. En fait, les commandes sont vraiment toutes simples. C'est tout le même format, c'est assez facile. C'est git flow feature finish pour rabattre notre branche de fonctionnalité sur la branche develop. Donc je vais prendre la première. Donc je me remets sur ma branche feature 1 et je vais faire un git flow feature finish. Alors, il m'a fait plein de trucs. Alors, il m'a rebasculé sur la branche develop. Il a supprimé la branche de fonctionnalité. Voilà. Hop. Et donc il a tout rebalancé sur develop. Donc maintenant, je suis bien sur ma branche develop. Et si je regarde mes fichiers, j'ai mon fichier de fonctionnalité 1. Il a bien fait le merge entre les deux. Donc ça, c'est bon. Et feature, la deuxième fonctionnalité, elle vit toujours sa vie toute seule. Elle n'a rien vu de tout ça. Elle ne sait pas ce qui se passe, en fait. Donc une fois qu'on est content du résultat, enfin de ce qu'on a sur notre branche develop, on se dit qu'on va pouvoir faire une release, on va pouvoir lancer du coup la commande git flow release start. Donc j'ai mis 3 petits points parce qu'il faut lui préciser le tag qu'on veut. Moi je vais dire que ma release ce sera la 1.0. Voilà, on met ce qu'on veut, hein. Il n'y a pas de problème. Donc il m'a créé une nouvelle branche release 1.1.0 basée sur develop, donc il a tiré de develop, il y a bien tout ce qu'il y a dedans. J'ai tout ce qu'il y avait dans develop. Ah, j'ai pas fait un push tout à l'heure. Ça sera mieux. Voilà, donc sur cette branche-là, sur cette branche de release, on va pouvoir faire tous les tests avant la mise en prod. Toutes les batteries de tests qu'on peut lancer, les tests de perf, enfin bon, bref, tout ce qu'il y a à lancer. Et donc on peut aussi avoir des corrections de bugs éventuelles à faire. Donc je vais faire un petit patch, toujours avec des noms très originaux. Sur mon serveur, j'ai donc ma nouvelle release avec mon fichier de patch qui n'est pas présent sur develop. Donc on peut, voilà. Après on fait les tests, ça dure le temps que ça dure. On essaye de faire en sorte que les branches vivent le moins longtemps possible. Bon, c'est comme toujours, plus la branche va s'éterniser, plus il y aura de trucs dessus, et plus quand même les reports d'une branche à l'autre seront quand même compliqués et problématiques. Et une fois qu'on est content de ce qu'on a sur notre branche release, on dit que c'est stable, on peut y aller. On peut faire un git flow release finish. Alors là, il va faire plein de choses. Il va détruire la branche de release, et il va aussi tout basculer sur master. Et il va également reporter toutes les modifs qu'on a faites sur release sur develop, pour faire en sorte que la branche develop soit toujours à jour de toutes les dernières corrections de bugs éventuelles. Comme ça, on sait que sur develop, on a une version stable, et qu'on n'aura pas « Ah bah oui, mince, ce patch, on l'a corrigé dans une ancienne version, et ça n'a pas été reporté ». Donc sur develop, on a vraiment toujours les dernières versions à jour.
Donc on peut corriger joyeusement sur release sans avoir à se poser la question de reporter à la main sur develop. Ce qui est toujours un peu laborieux. Alors, je vais faire un git flow release finish. On fait un merge. Et il m'a aussi posé un tag. Parce que j'avais dit que ma release, elle s'appelait 1.1.0. Donc il va taguer sur le master. Il va poser le tag 1.1.0 pour dire que c'est cette version-là. Il est assez verbeux. Donc il a bien mergé release 1.1.0 dans master. Il a posé le tag. Et il a mergé également la release dans develop. Il a supprimé la branche release. Et il a tout rebasculé sur... Enfin, il m'a rebasculé sur develop. Et je vais... Voilà, dans le bon sens. Et du coup, sur mon serveur, je n'ai plus que develop master et ma deuxième fonctionnalité qui est toujours là, qui vit sa vie. Enfin, en l'occurrence, qui ne fait pas grand-chose, mais voilà. Ça a fait un gros ménage. Mais malheureusement, de temps en temps, il y a quand même des bugs en prod. Même si on a fait plein de tests sur la branche release, ça arrive. Donc pour ça, il y a une branche qui s'appelle la branche hotfix. Donc elle part de master. Elle prend vraiment la version qui est en prod pour apporter les éventuelles corrections. Donc toujours sur le même principe, on fait un git flow hotfix start et on lui donne le numéro, enfin le tag qu'on veut pour ce hotfix. Je vais pas y arriver à chaque fois. Donc, je vais faire git flow hotfix start et comme j'avais la version 1.1.0, mon hotfix ce sera 1.1.1 où j'ai quoi. Voilà, donc même principe, il m'a créé une nouvelle branche. Voilà. Puis je vais pouvoir faire mon patch. Donc on peut faire autant de patchs qu'on veut, il n'y a pas de souci, jusqu'à ce qu'on décide que le patch en cours c'est stable et qu'on peut rebalancer en prod. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, on fait un git flow hotfix finish. Et pareil, il va poser un tag. Voilà. Donc il a posé un tag. Il a tout rebalancé donc je vais vous montrer le schéma, ça sera plus simple. Donc ce qu'il a fait, ce qu'il y avait dans hotfix, du coup il l'a mergé avec master pour faire le tag de ce qu'on a sur master, et il a de la même manière aussi rebalancé sur develop. Donc comme ça sur develop on a bien la version à jour de toutes les dernières corrections de bugs, même des bugs en prod. Et si je regarde la liste de mes tags, j'ai bien ma 1.1.0 et ma 1.1.1. Alors je ne sais pas si sur votre projet c'est comme ça, mais nous sur notre projet on n'a pas qu'une seule version en prod à un instant T. On entraîne à peu près une dizaine. En fait, chaque client a une version différente. En gros, c'est à peu près ça. Donc c'est un peu laborieux et du coup, ce modèle ne correspondait pas parce que sur master, on n'a que la dernière version en prod. Donc, mais heureusement, il y a des branches support qui existent. Donc ça va être une branche sur laquelle, qu'on va tirer à partir d'un tag sur master. Donc là, je pourrais tirer à partir de la 1.1.0 et qui va du coup contenir les corrections de bugs de cette ancienne version. Admettons qu'on en soit à la 3.1, mais on peut encore corriger des bugs sur la 1. Quelque chose. Mais alors par contre, ces branches, elles sont totalement isolées. Il n'y a pas tous les reports automatiques ne sont pas faits du tout. Parce que, voilà, l'idée, déjà c'est pas encore super stable cette branche support. Et l'idée c'est aussi que la base de code peut avoir énormément changé entre plusieurs versions, donc faire des reports automatiques c'est un peu risqué.
Mais on peut quand même le faire, et nous, c'est ce qu'on fait. Et bon, ça vaut ce que ça vaut. Il y a quand même les reports à faire à la main. Donc pour faire ça, on fait un git flow support start. Alors, je ne sais jamais dans quel ordre. 1.0, je crois que c'est le nom de la branche qu'on met, puis le nom du tag. C'est ça. Donc on fait bien ça. Donc git flow support start, donc 1.0, ça va être le nom de ma nouvelle branche. Donc ça va être le support de la version 1.0 par exemple. Et je veux qu'elle soit tirée à partir du tag 1.1.0. Donc il m'a créé une branche support sur laquelle de toute façon, enfin, je pourrais vous montrer des trucs, mais on peut pas, il n'y a pas de support finish en fait. Voilà, quand elle est créée, elle est là jusqu'à ce que le client veuille bien changer de version. Voilà. Bah avec tout ça, on a toujours notre fonctionnalité 2 là, qui vit sa vie, enfin, qui est un peu toute seule. Donc il faut de temps en temps penser, quand on a des branches qui sont tirées depuis un bout de temps, à faire un rebase. Donc ça va pour les... Enfin, tout le monde voit à peu près ce que c'est un rebase? Non. Alors quand on fait un rebase, on va prendre ce qu'on a fait dans notre branche, on va tout rembobiner, on va se mettre à la tête de la nouvelle branche, de la branche développe, on va se mettre tout à la dernière fonctionnalité, et on va tout réexécuter, ce qu'on avait sur notre branche. Donc en fait, on va la décaler. Non, c'est pas clair. Ça va. Voilà, on va réexécuter toutes nos modifs sur la tête de la branche. Donc ce qui fait concrètement, si je me mets sur ma branche de fonctionnalité qui était un peu seule, qui n'a que 2 fichiers alors que sur les autres il y a plein de trucs, je vais faire un git rebase develop. Je veux qu'elle se resynchronise par rapport à develop, en gros. C'est peut-être plus simple comme ça en fait. Et voilà, donc il dit bien qu'il rembobine tout ce qui a été fait et il va le réexécuter. Et du coup, sur ma fonctionnalité 2, j'ai toutes les nouvelles fonctionnalités, les patchs, les trucs, tout est revenu à jour. Donc voilà, donc on a fait tout le schéma. Est-ce que ça va? Oui. Donc maintenant, on va passer aux hooks. Est-ce que... Qui sait ce que c'est? Ok. Donc je vais expliquer ce que c'est quand même. Donc un hook, c'est un petit script qui est exécuté lors de certaines actions qui sont réalisées sous Git. Par exemple, on peut exécuter un petit script quand on applique un patch, avant de committer, pour par exemple formater le message de commit, après un commit. Enfin voilà, il y a plein de... Toutes les opérations, en fait, on peut appliquer des petits scripts. On peut vérifier qu'il n'y a pas de commits qui sont faits directement dans master, entre autres, par exemple. plein de choses comme ça. Donc il y en a un qui est pas mal avec Gitflow, j'ai mis les références après. Il y a des hooks qui sont pas mal. Et il y en a un, entre autres, qui va permettre d'incrémenter automatiquement les numéros de version. Parce que là, vous avez vu, à chaque fois que j'ai fait release start, hotfix start, il a fallu que je tape à la main mon numéro de version. C'est un peu casse-pied, surtout que ça s'incrémente automatiquement. Enfin, donc il y en a qui existent qui permettent de faire ça de manière automatique et magique. Parce que ce que je ne vous ai pas montré, c'est que je ne l'ai pas là. C'est pas grave. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer... Alors, les hooks, ils sont situés dans le... Je vais vous montrer. Dans le répertoire .git, donc un répertoire caché, il y a un dossier hooks. Et par défaut, il y en a plein, et ils sont tous en .sample, ça veut dire qu'ils ne sont pas exécutés. Donc ça, c'en ont plein des exemples qui sont fournis par, quand on installe Git, en fait. Donc plein de choses. Je peux vous montrer... Voilà, c'est du bash. Donc, on peut faire plein de trucs. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les supprimer, ceux-là. Ce qui ne m'intéresse pas, en fait. Et je vais les remplacer par mes super hooks de la librairie.
Et comme je suis une feignasse, je vais faire un lien symbolique. Alors. Et une fois sur deux, ça ne marche pas. C'est bon, ça a marché. Donc je peux vous montrer. Donc là, il y en a plein, des hooks. Donc qui sont faits à chaque... Oui. Oui, alors il y a autre chose. On peut les faire en Ruby, on peut les faire en Python. Il y a peut-être d'autres choses. Mais déjà, on peut les faire en Ruby et en Python. Ceux-là, ils sont... Je ne sais pas en quoi ils sont faits d'ailleurs. Je crois qu'ils sont en bash. Oui, ils sont en bash aussi, ceux-là. Donc voilà, ceux-là, ils sont un peu plus touffus parce qu'ils utilisent des fonctions qui sont disponibles dans des modules. Enfin voilà, ils font plein d'appels partout. C'est chaque développeur qui a ses... Oui. Mais alors, les hooks, il y en a côté client, donc côté développeur, et il y en a aussi côté serveur. Parce qu'on peut mettre des contrôles côté serveur. Je vous le montrerai tout à l'heure, un qu'on met en place côté serveur, entre autres. Donc en fait, l'idéal, c'est d'avoir, de les avoir directement dans le projet. Comme ça, quand le développeur récupère le projet, il récupère tous les scripts qui vont avec et il n'y a pas de souci de script qui n'est pas exécuté. Parce qu'on a eu le souci, en fait. Il y a des scripts qui n'étaient pas exécutés et qui, du coup, des commits sur la branche master et qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Donc, pour vous montrer que ça fonctionne, je vais créer une nouvelle release. Et cette fois-ci, je vais simplement faire git flow release start. Et il ne me demande rien. C'est super. Et il m'a directement incrémenté en 1.2.0 parce que j'étais en 1.1.1. C'est ça, vous suivez, c'est bien. C'est une question piège. Et par contre, ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a créé un nouveau fichier là. Un fichier qui s'appelle version. Et dans ce fichier, j'ai ma nouvelle version. Ce qui fait qu'on peut partir sur Gitflow sur un projet existant qui a déjà des numéros de version. Il suffit de créer le fichier version, d'initialiser avec la version à laquelle on est. Si on en est à la 3.12.42, il suffit qu'on tape 3.12.42 et après il va incrémenter automatiquement, sans problème. Donc là, il m'a incrémenté le deuxième chiffre, parce que j'ai juste fait un git flow release start. Si on veut incrémenter le premier chiffre, il faut juste lui préciser que c'est une version majeure. Git flow release start major. Voilà. C'est tout simple. Donc ça, ce sont les hooks qui sont plus ou moins par défaut en fait avec Gitflow si on installe ceux-là. Alors on peut faire aussi quelque chose du côté serveur. Donc je vais me mettre... Donc sur mon serveur, c'est pareil, j'ai mon dossier hooks avec que mes points sample. Et je vais tricher parce que je l'ai déjà préparé. Donc ça va être un script qui va s'exécuter après chaque réception, voilà, dès qu'il aura reçu quelque chose. Peu importe quoi. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il récupère le nom de la branche et il appelle une URL. Avec ce numéro avec cette branche. Donc j'ai normalement un serveur qui tourne là, qui attend gentiment qu'on lui parle. Pour moi, il dit rien. Faut que je... Ouais. Faut penser à le rendre exécutable. Oui, bah 777, oui. Oui, je sais. C'est un peu brutal. Mais bon. Je vais me remettre sur mon client. Je ne sais plus du tout où j'en suis.
Je vais faire un fichier. Alors, il est où mon serveur? Histoire qu'on puisse voir en même temps. Et donc maintenant, je vais pousser sur mon serveur. Et c'est là que ça marche pas normalement. Donc il a eu plein de messages. Alors, ce qu'il faisait, en gros, mon serveur, c'est dès qu'il avait un appel, il disait coucou, en fait. Et en donnant la branche d'où il a eu l'appel. Donc comme j'ai fait un push all, j'ai balancé toutes les branches que j'avais. Donc il a reçu quelque chose venant de develop, de master, de ma branche release et de ma branche support. Alors à quoi est-ce que ça peut bien servir ce truc-là? C'est bien joli. Mais... Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas fait un truc qui fait coucou. On a appelé notre serveur Jenkins pour que dès qu'on fait une nouvelle release, ça crée automatiquement une nouvelle tâche sous Jenkins qui va compiler automatiquement cette nouvelle branche. Voilà, donc je vous ai mis toutes les références, parce que pour utiliser les hooks avec Gitflow, il faut utiliser une version particulière de Gitflow. C'est la version AVH. Peut-être que dans l'autre version, ça sera. Enfin, c'est un fork de la version principale en fait. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je t'étais le premier, je crois. Donc, tous les développeurs qui partagent les mêmes dépôts doivent utiliser Gitflow. Il vaut mieux, oui. En plus, c'est plus confortable en fait pour tout le monde. Enfin, moi, une fois que j'y ai goûté, j'ai pas envie de refaire ça à la main. C'est pas obligatoire s'ils font, mais parce que normalement les développements se font dans une branche fonctionnalité. Donc s'ils veulent créer une nouvelle fonctionnalité, il vaut mieux qu'ils aient Gitflow pour pouvoir la créer en fait. Ou sinon ils créent la branche à la main, c'est pas un problème. Mais voilà, c'est plus confortable. Je crois qu'il y avait, ouais. Tout est magique, faut pas. Oui, il y a quand même des conflits qu'il faut gérer à la main comme. Mais comment est-ce que ça se passe? Il va nous proposer, il va nous faire un incentive comme on a l'habitude de voir, ou est-ce qu'il va être décidé de manière différente? Alors déjà, Git, il est beaucoup plus, je le trouve beaucoup plus puissant dans sa façon de faire les diffs. Il est un peu plus, il est intelligent entre guillemets. Enfin, il va pas mettre en conflit deux fichiers. Enfin, le même fichier, si y en a un qui a changé le haut et l'autre qui a changé le bas. Ça, il arrive à les fusionner sans problème. Il va avoir des conflits quand ce sont les mêmes lignes. Donc déjà, ça réduit quand même drastiquement le nombre de conflits qu'on peut avoir. Et après, oui, voilà, il y a des petits diffs à faire et des merges. Et voilà, c'est la joie des différences. Oui. Ton intégration continue, tu la branches aussi. Tu la connectes à la branche des autres. On en a plusieurs en fait. Du coup, on a une compile sur master, une compile sur develop. Enfin, l'intégration continue vraiment sur develop. Enfin, on a une compile aussi, on continue sur master pour, on sait pas, voilà, des commits malencontreux sur master. Sur chacune, on le fait pas sur les branches de fonctionnalité parce que c'est un peu laborieux. Et donc sur les branches de release aussi. Parce qu'on a les testeurs qui testent en continu en fait. C'est ça. Et hotfix s'il y a besoin. Pour le moment, on n'en est pas là. Oula. Je crois que c'était les trois en même temps, donc je ne sais pas. Oui, sur le volume de branches et de développeurs et de commits que vous gérez, apparemment, vous avez un projet important. En fait, on a un seul gros projet qui est assez vieux, voilà, qui était assez volumineux. Donc déjà, on a fait une grosse coupe. Il a plus de 10 ans le projet. C'est un progiciel, donc un truc un peu mastoc. Et il y a entre 6 et 8 développeurs qui travaillent en permanence dessus, plus une équipe de maintenance qui corrige les bugs, où ils sont 4 ou 5. Donc il y a quand même pas mal de commits par jour. Et en ce moment, on a 3 branches de fonctionnalité. C'est tout. Pour le moment. Je suis sûr d'avoir bien saisi ce que vous avez dit tout à l'heure à propos des branches.
Nous, on a besoin de maintenir plusieurs masters en même temps. Oui. Donc on utilise Gitflow, mais c'est vrai qu'on est bloqué par ce problème-là, parce qu'on a vraiment, comme vous disiez, une application mais qui évolue vraiment de manière différente. On a fait une ancienne version et une nouvelle version. Oui. Et du coup, sur l'écran qui développe, qu'est-ce qu'il y a comme fonctionnalité disponible? Il n'y a pas vraiment de support au Gitflow, en fait. Sur Develop, c'est la version en cours de développement. Sur support. Sur support, en fait non, support du coup ça va être une branche toute seule. Oui voilà, oui. Avec des reports à la main au besoin. Et des rebase si on veut se mettre à jour de... Il n'y a pas dans Gitflow justement une volonté d'améliorer ça, parce que vous avez le problème, je pense que... oui, pour le moment ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est bon. Mais j'aimerais bien. Oui. Est-ce que vous faites du Gitflow avec un DTIJ par exemple? On utilise Eclipse. Mais, on utilise... j'essaie de les forcer à utiliser la ligne de commande, mais il y a Altosuz. Donc il y a plusieurs outils. Il y a Tortoise, Git, qui permet de faire tout ça. Enfin, on utilise SourceTree aussi. Enfin, tout... dans Eclipse, c'est pas encore intégré, par contre, Gitflow. Et pas encore intégré, non. Il y a un plugin qui exploite DJ, mais vous n'avez pas d'autre chose. Bah, du coup, non. Des features, quand il y a plusieurs développeurs qui travaillent sur un certain feature, il y a besoin de sous-branches, parce qu'il y a un développeur qui va faire une partie de la feature, l'autre développeur une partie de la feature. On a les sous-branches de feature qui sont mergées dans la feature après. Est-ce que Gitflow gère justement ce principe de... Je pense pas. J'ai pas essayé en fait de faire des features de features. Je sais pas. Mais on va tester. Je sais pas si j'ai le temps. Donc là, je suis sur ma branche de feature. Je suis en train de me demander s'il ne faut pas... Non, mais il me l'a créé directement. Alors, est-ce que... Ah. C'est ce que je me demande, ouais. Feature... Ouais, si. On peut faire ça. Après, je ne sais pas ce que ça donne au niveau des reports. Hein. Elle est basée sur développement. Bon, bah, du coup, non. Mais j'ai fait feature. Ça devient compliqué. Donc, on peut faire un peu n'importe quoi. Voilà, c'est pas. Si on veut. Mais c'est quand même basé sur développement. Donc, Il y a des outils pour faire de la migration d'un SVN qui est pareil vers un nous, on est passé de SVN à Git. Donc, il y a des scripts automatiques qui existent. Ça peut durer longtemps si la base est grosse. On a réduit. On a pris que l'historique depuis 3 ans. Parce que... Mais il y a des trucs automatiques, mais du coup, c'est dans Git. Et après, il suffit d'initialiser son projet en faisant un git flow init et puis zou. Voilà.